Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast des Nuits des Étoiles 2024 proposé par l'Association française d'astronomie et cette année nous allons nous intéresser au thème des origines. Comment la vie est-elle apparue sur Terre? S'est-elle développée sur d'autres planètes? Sommes-nous seuls dans l'univers? Voici l'étendue des questions que l'on se posera lors de cette 34e édition des Nuits des Étoiles dédiée cette année à Hubert Reeves qui nous a quittés en octobre dernier et qui fut l'un des inventeurs et le parrain fidèle de ce grand festival d'astronomie. Clément Plantureux au micro, je reçois aujourd'hui Hervé Cotin, astrochimiste au LISA, le laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques, qui nous parlera du thème des Nuits des Étoiles, Cyril Birnbaum, chef du département planétarium à la Cité des Sciences et de l'Industrie, qui nous parlera de ce que l'on peut voir dans le ciel pendant les Nuits des Étoiles, et enfin Guillaume Langin, journaliste à la rédaction de Ciel et Espace, et qui nous parlera, lui, des plus beaux ciels de France et des meilleurs endroits pour observer les astres pendant ces Nuits des Étoiles, thème du numéro d'été de Ciel et Espace, d'ores et déjà disponible en kiosque. Bonjour à vous trois. Bonjour. 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 Alors je me tourne d'abord vers vous, Cyril Birnbaum. Qu'est-ce qu'on va pouvoir observer dans le ciel durant ces Nuits des Étoiles et plus largement pendant ce mois d'août? On va voir plein de choses, un petit peu comme les années précédentes au final, c'est-à-dire que les mêmes configurations dans le ciel, les mêmes constellations, c'est-à-dire qu'on va effectivement retrouver les constellations classiques qu'on voit toute l'année, la Grande Ourse, la Petite Ourse, Cassiopée et puis Persée qui va bien nous intéresser au moment des Nuits des Étoiles. On va retrouver aussi les constellations qu'on voit plus particulièrement l'été, donc on va retrouver le triangle de l'été avec le Cygne, la Lyre et puis l'Aigle. On va retrouver la Voie lactée qui traverse le ciel avec le Sagittaire et le Scorpion. Donc on va retrouver pas mal de choses dont on a l'habitude, mais surtout on a de la chance cette année puisque on est dans une assez bonne configuration pour les Nuits des Étoiles et entre autres pour la pluie d'étoiles filantes avec les Perséides, puisque la Lune va pas trop nous déranger. C'est-à-dire qu'elle va se coucher vers 23h, entre 23h et minuit, les 9, 10 et 11 août. Et depuis le 20 juillet, on commence à voir la montée des étoiles filantes en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on en a quasi une par heure. Là, la semaine dernière, ça montait déjà bien. On s'attend dans la nuit du 11 au 12 à une cinquantaine d'étoiles filantes par heure. Ça veut dire que ça fait presque une par minute ou un peu plus, quoi. Donc ça risque d'être plutôt un beau spectacle. Il faudra commencer à être prêt vers 23h et puis idéalement il faudrait surtout tenir jusqu'à toute la nuit puisque il faut attendre que Persée se lève au plus haut pour avoir la plus grande disons le plus grand panorama pour observer le phénomène, quoi. Voilà. D'accord. Et on a des planètes aussi cette année. Oui, cette année on a des planètes. Alors on est moins gâtés qu'il y a plusieurs années quand même parce qu'il faut attendre longtemps pour les avoir. Donc après le coucher, donc à 23h, minuit, vous aurez Saturne qui est dans le Verseau, donc après le Sagittaire, là, sur l'horizon est. Et puis par contre, pour avoir les deux suivantes, là, il va falloir avoir pas mal de courage. Alors pourtant, c'est rigolo, parce qu'elles sont très proches l'une de l'autre, c'est Mars et Jupiter, et il faudra attendre peut-être 3h du matin pour arriver à les avoir. Et alors, imaginons que je me trouve en ville, parce que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir observer le ciel en race campagne. Est-ce que je pourrais quand même observer le ciel durant ces Nuits des Étoiles ? Oui, vous pouvez. Alors, au moment du confinement, je m'étais amusé, parce qu'on était en hiver, donc il y avait les Orionides, je m'étais amusé à mettre un appareil photo sur l'appui de ma fenêtre. Enfin, fallait s'occuper, quoi. Et en fait, j'ai eu plein d'étoiles filantes qui sont passées. Donc, ça peut arriver. Je suis pas convaincu quand même avec toutes les lumières, si vous êtes en plein milieu d'une grande ville, d'une grande métropole, Paris, Lyon, qu'il se passe quelque chose, mais si vous êtes dans une petite ville ou un petit village, alors les petits villages maintenant ils éteignent à 10h, donc en général c'est gagné, ou à 11h, mais vous pouvez tenter de faire quelque chose. Par contre, il faut évidemment pas se mettre sous un lampadaire, donc c'est quand même pas gagné, quoi. C'est-à-dire que le mieux c'est d'arriver à soit prendre son vélo, soit de prendre une voiture, soit d'aller un peu plus loin en dehors des lumières des villes. Et
par contre, je peux quand même observer les planètes. Oui, bien sûr. Vous pouvez. Alors, en ville, en plein milieu de Paris, vous arrivez à voir la Grande Ourse, vous arrivez à voir l'étoile polaire. Vous vous souvenez, vous prenez une autre casserole, les 2 étoiles du bout de la casserole, il y a un certain écartement. Vous prolongez 5 fois du côté où elle se vide, vous tombez sur l'étoile polaire. Donc là, vous la voyez facilement en plein milieu de Paris, donc une grosse ville bien éclairée. Et puis, vous voyez les 2 étoiles du bout de la casserole. Cassiopée, on la voit aussi. Donc, les constellations, ou au moins les étoiles les plus brillantes, le triangle de l'été, vous le voyez, Antares dans le Scorpion, vous le voyez, et puis les planètes, c'est sans problème aussi, sachant qu'elles restent basses quand même sur l'été, elles ont l'écliptique, leur position sur l'écliptique est assez basse, ce qui fait qu'il faut quand même avoir un horizon est-sud bien dégagé pour arriver à les voir. Pas des immeubles, pas des arbres en face effectivement de notre point d'observation. Qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'il faut des instruments pour pouvoir observer le ciel? Est-ce qu'il faut se munir d'une lunette? Alors, pour la pluie d'étoiles filantes, par exemple, il y a des choses assez amusantes à faire. Si vous êtes en dehors des villes, c'est-à-dire que si vous êtes une famille de 4, par exemple, vous pouvez, ou 4 potes, vous pouvez comptabiliser le nombre d'étoiles filantes. C'est assez amusant à faire. C'est-à-dire qu'alors, soit vous le faites sans instrument, juste à l'œil, c'est-à-dire que vous mettez chacun vos pieds dans une direction donnée, donc les 4 points cardinaux. Vous avez un oreiller commun en général, et puis vous amusez à compter. Donc avec les gamins, c'est très rigolo à faire. C'est-à-dire que là, vous pouvez le faire non scientifiquement en fait. C'est-à-dire que vous le faites pour rigoler, et vous comptez chacun les étoiles filantes qui vont passer devant vous, sachant que en réalité, celui qui a les pieds au nord a quand même une probabilité d'en voir des plus belles que celui qui a les pieds au sud. Bon, faut le savoir. Donc, vous pouvez mettre l'enfant plutôt face au nord. Ensuite, vous pouvez le faire scientifiquement pour de vrai, là. C'est-à-dire qu'avec votre smartphone, il y a un protocole que vous retrouvez donc sur, je pense sur Vigiciel, il doit y être, sur IMO, donc International Meteor Organisation.net, là, il doit y être aussi. Le protocole, alors j'ai plus complètement en tête, mais en gros, déjà, il faut connaître la pollution lumineuse de votre ciel, c'est-à-dire quelle est l'étoile, la magnitude de l'étoile, l'éclat minimal qu'on arrive à voir. Donc en gros, on prend tous la constellation de Persée, qui est le Y dont viennent, c'est le radian dont viennent les étoiles filantes. Vous comptez le nombre d'étoiles qu'il y a dedans, et en fonction du nombre d'étoiles qu'il y a dedans, vous avez une sorte d'abac qui vous dit, voilà, votre ciel, il vous permet de voir jusqu'à tel éclat, telle magnitude. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez une montre, vous avez un enregistreur qui est votre téléphone, vous avez vous connaissez vos constellations, donc vous avez la carte de la FA que vous avez récupérée dans le magazine, et vous allez comme ça, à chaque fois que vous voyez une étoile filante, en fait, vous dites top, vous donnez l'heure, vous essayez de dire de tel endroit à tel endroit, d'où elle est partie, d'où elle est arrivée, vous considérez est-ce qu'elle est une Perséide ou une autre ou d'un autre essaim, ou une qui n'est pas d'un essaim d'ailleurs, et puis comme ça vous pouvez compter. Et après, le but du jeu, c'est de faire un peu de science participative et de renvoyer vos données le lendemain à imo.net. Donc ça, c'est une solution. Vous pouvez faire ces trucs qui sont plutôt sympas. Donc ça, c'est sans instrument. Si vous avez un instrument, pour les étoiles filantes, là, c'est un coup de cul monstrueux s'il y en a une qui passe devant votre télescope, puisque a priori vous allez avoir l'impression que le télescope est en train de tomber, ou la lunette est en train de tomber. Mais en tout cas, déjà avec une paire de jumelles, vous pouvez essayer de repérer s'il y a des restes en fait d'étoiles, des restes, on va dire, d'une sorte de poussière qui resterait, qui bouge. Ça peut arriver sur les très très grosses. Alors moi j'ai jamais vu, mais je suppose que Guillaume en a peut-être vu. Faut être calé. Voilà, faut être déjà très fort là, ou très rapide. Et puis après, si vous avez un petit télescope, en attendant le pic des météorites, vous pouvez pointer plusieurs objets. Donc vous avez des objets dans le Sagittaire juste au-dessus qui sont assez faciles à voir, la lagune, et puis Oméga là, qui avait été dessiné par Herschel. Donc ça, vous retrouverez dans le dernier ciel-espace. C'est le plus simple pour arriver à vous repérer. Et autre chose importante, parce que vous avez vu la météo qu'on a depuis un mois qui est pas grandiose. Il y a une autre solution là. Il y a un plan B qui est quand même rigolo. C'est s'il pleut, vous avez 2 choses à faire. Alors ça aussi, je l'ai jamais fait moi, mais j'ai l'intention de le faire parce que j'ai prévu qu'il allait pleuvoir. Donc vous prenez une bassine là. Vous récupérez la flotte, et puis en fait, alors le principe, c'est vous prenez une feuille de papier, un gros aimant,
et vous mettez la feuille de papier dans l'eau. Enfin non, déjà vous attendez que ça décante, Vous attendez que ça décante au maximum là. Donc vous pouvez, comme les poussières de météorites seraient tombées au fond, vous retirez la petite cuillère, j'imagine, la flotte pour en avoir le moins possible. Vous laissez évaporer et après, avec une feuille et un aimant, vous essayez de récupérer les micro-météorites. Ah ouais, on peut quand même récupérer. Voilà, un petit et peu normalement, si vous avez un microscope, vous arrivez à voir. Donc ça, c'est s'il pleut. Et l'ultime truc, c'est que depuis les années 80, en fait, il y avait un précurseur qui est Pierre Terrier, qui avait fait des antennes, et il écoutait la radio roumaine depuis la France au moment des pluies d'étoiles filantes, et à chaque fois qu'en fait une étoile filante rentre, donc notre petit grain, notre petit poil rentre dans l'atmosphère à 70 km au-dessus de nous, ça ionise l'atmosphère et en fait il récupère le signal de la fréquence qui n'existe pas en France mais qui est une fréquence roumaine. C'est-à-dire qu'au moment où vous êtes en train d'observer, vous entendez donc un bruit de fond, et tout d'un coup, pendant une fraction de seconde, au même moment, simultanément avec l'étoile filante dans le ciel, vous entendez une voix, enfin là je le connais pas, mais une voix roumaine. Donc c'était totalement insupportable quand ils nous le mettaient. Et depuis, en fait, vous avez un site AirMob là qui vous permet en fait de voir le pic en direct, c'est-à-dire que là ils sont en train d'essayer de nous donner le signal aussi, c'est-à-dire que vous aurez un streaming pour cette nuit des étoiles qui vous permettra d'écouter en direct le passage des étoiles filantes. Donc c'est assez rigolo. D'accord. Voilà. Et alors, donc plein de choses à faire. Ah ben super, oui, et puis pas mal de jeux surtout. Et pour les planètes par exemple, qu'est-ce qu'on peut voir à l'œil nu et qu'est-ce qu'on pourrait voir si on a un petit instrument? Alors si donc vous n'êtes pas courageux, vous avez Saturne quasi à la tombée de la nuit, mais il faut attendre qu'elle monte quand même un peu dans le ciel, donc plutôt minuit, 1h du matin. Vous allez voir en fait, donc à l'œil nu, vous avez un petit point, donc qui est pas spécialement plus brillant qu'une des étoiles aux alentours si, mais globalement dans le ciel. Il va falloir avoir soit une paire de jumelles qui vous permettra de voir que c'est bien une planète parce que c'est un petit peu ovalisé. Et si vous avez une petite lunette, ou voire mieux un vrai télescope, là vous commencez à grossir et à 50 fois, 100 fois, voire 200 fois si vous avez un Schmidt casse-grain, vous commencez à voir les anneaux et puis les deux demi-sphères, parce que faut se souvenir que là elle est en train de se mettre sur la tranche en finale, hein. C'est-à-dire que tous les 30 ans, les plans sont complètement alignés. Donc là on a un anneau qui commence à être fin. Ça c'est pour Jupiter, et si vous avez Saturne, pardon. Et si vous avez vraiment beaucoup de courage, donc vers 3h, 4h du matin, donc à ce moment-là vous avez Mars et Jupiter dans le Taureau, et là vous pouvez voir sur Jupiter. Alors elles sont quand même très éloignées de nous en fait, là elles sont pas forcément du bon côté, enfin même c'est sûr, donc c'est pas en opposition, et donc ce que vous allez voir c'est des diamètres assez petits, mais par contre sur Jupiter vous verrez commencer à avoir des stries, et peut-être, j'ai pas vérifié, mais il y a peut-être la tache à un moment, et surtout les satellites que vous verrez, et Mars sera un petit point rouge, un petit disque rouge. On peut pas observer de calotte sur non, Mars. Là pas encore. Faudra attendre l'opposition. Eh ben, très bien, un peu plus. Je vous remercie beaucoup, Cyril. Je me tourne désormais vers vous, Hervé Cotin. En levant les yeux au ciel et en voyant l'immensité de l'univers, on se pose souvent la question de nos origines, de l'origine de la vie sur Terre, et s'il y a de la vie dans d'autres endroits dans l'univers. Alors déjà, une question large, quels sont les ingrédients à l'origine de la vie sur Terre et possiblement de la vie dans l'univers? Alors, c'est vrai que la question première qu'on se pose quand on réfléchit à l'existence d'une autre forme de vie ailleurs dans l'univers, c'est de réfléchir à l'apparition de la vie sur la Terre. Donc, qu'est-ce qui fait que sur Terre, la vie est apparue? Donc, quels sont les ingrédients? Alors, on n'a pas de certitude, parce que d'une part, on n'a pas de machine à remonter dans le temps pour revoir l'apparition de la vie. On se rend compte que la vie ne continue pas à apparaître sur Terre, c'est-à-dire qu'on ne voit pas des nouvelles apparitions de la vie qui pourraient être contemporaines et qui nous apprendraient d'une certaine manière comment la vie apparaît. Et donc on est face à une question scientifique qui est extrêmement subtile, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des manips en laboratoire répétées. On n'a jamais réussi à reproduire la vie en laboratoire, même si on l'essaye. Donc on fait des suppositions, on pose des postulats, en se basant d'une part sur ce qu'on sait de la vie, alors maintenant, donc après sans doute des milliards d'années d'évolution, et en essayant de remonter dans le temps et en essayant de comprendre, en se basant sur la chimie, ce qu'on sait de la chimie, quels sont les processus qui peuvent nous faire passer de l'inanimé, de la matière inanimée, au vivant. Et donc,
à partir de là, on postule 3 choses. Alors, c'est pas démontré, c'est un postulat. C'est-à-dire, c'est une base de travail qui est acceptée par la plupart des chercheurs et des chercheuses qui travaillent là-dessus. Une des choses qui nous semble essentielle, c'est l'eau à l'état liquide. C'est-à-dire, on pense que le fait qu'il y ait de l'eau à l'état liquide, c'est un solvant qui permet une chimie très diversifiée, qu'on retrouve pas dans d'autres solvants. Alors parfois on se dit tiens, il y a des lacs de méthane sur Titan. Alors est-ce qu'on peut imaginer une apparition de la vie dans les lacs de méthane sur Titan? On se dit il peut y avoir peut-être des lacs d'ammoniac sur d'autres exoplanètes, ou des lacs, pourquoi pas, d'éthanol, de méthanol. Alors oui, ces molécules peuvent exister sous forme liquide, mais par contre leurs propriétés physico-chimiques sont pas des propriétés qui permettent un très large éventail de réactions. Alors que l'eau, c'est un solvant qui permet de faire, je dirais, presque tout et n'importe quoi en termes de chimie. Donc, quand on est chimiste, on se dit que l'eau, c'est quand même vachement intéressant. Alors, l'eau, c'est une molécule très banale dans l'univers, alors, sous forme de glace, sous forme de vapeur. Par contre, l'eau à l'état liquide, ça demande des conditions de température et de pression. Alors, sur Terre, à une pression atmosphérique, c'est entre 0 et 100 bars. Alors, si on avait une pression plus élevée, on pourrait... Pardon, j'ai dit 0 et 100 bars, entre 0 et 100 degrés. Si on avait une pression atmosphérique plus élevée, eh ben, on aurait de l'eau, comme dans une cocotte minute, liquide à température plus importante que 100 degrés. Par contre, avec une pression plus faible, la plage de l'eau à l'état liquide se réduit. Et si on passe en dessous de 6 millibars, eh ben, on passe directement de la glace à la vapeur. Donc, pour l'instant, dans le système solaire, il n'y a que la Terre sur laquelle on sait avec certitude qu'il y a de l'eau à la surface. C'est le premier ingrédient. Deuxième ingrédient, le vivant est constitué de molécules à base de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, azote. C'est ce qu'on appelle la matière organique. Alors, il ne faut pas confondre matière organique et organisme. Il y a plein de molécules organiques sans qu'il y ait de la vie. On en observe dans le système solaire, dans l'atmosphère de Titan par exemple, dans le milieu interstellaire. Voilà. Le carbone est un atome relativement banal dans l'univers. L'hydrogène, c'est l'atome le plus abondant. Donc dès qu'on associe carbone et hydrogène, on a des petites molécules organiques. Donc c'est banal, la matière organique. Mais on se dit que s'il y a de la matière organique dans de l'eau à l'état liquide, on aura peut-être une forme de réaction, de réactivité chimique qui pourrait conduire à une complexification de la chimie et surtout à une organisation. En fait, la vie, c'est pas une molécule. On n'est pas une molécule. Un organisme vivant, c'est un ensemble de molécules et un ensemble de réactions coordonnées les unes avec les autres qui fait qu'un système chimique se reproduit et évolue. Donc, eau liquide, matière organique. Et le troisième ingrédient, c'est l'énergie. C'est-à-dire que pour que ces réactions chimiques puissent être entretenues, il faut de l'énergie. Alors, quelle forme d'énergie? Alors c'est ça une des questions qu'on se pose, c'est-à-dire est-ce que n'importe quelle forme d'énergie pourrait faire l'affaire? Alors la forme la plus banale, c'est la chaleur. Est-ce que la chaleur suffirait alors à entretenir la vie peut-être, mais à faire naître la vie, c'est beaucoup moins sûr. Il y a l'énergie lumineuse de notre étoile, surtout le rayonnement ultraviolet qui est assez énergétique, donc qui va envoyer des petites pulsations d'énergie très compactes, très concentrées, qui peuvent donner l'impulsion de certaines réactions chimiques. Et peut-être, on pense, en tout cas certains chimistes pensent que c'est ce type d'énergie qui a pu lancer la machine. Et il peut aussi avoir des types d'énergie électrochimiques, des réactions qu'on appelle des réactions redox, qui dans certaines configurations peuvent justement donner des petites décharges d'énergie pour aussi impulser le système. Donc voilà, le postulat, c'est matière organique, eau liquide, énergie. Alors est-ce qu'à tous les coups ça marche? On n'en sait rien. On n'en sait toujours rien, ouais. Est-ce que on a le tiercé gagnant et que ça suffit? C'est une incertitude, mais en tout cas, on va chercher la vie ailleurs en se disant quels sont les environnements ailleurs que sur la Terre où vont cohabiter ces trois facteurs. Alors, du coup, on estime donc effectivement qu'il faut ces 3 ingrédients pour voir une potentielle émergence de formes de vie, et notamment sur Terre, évidemment, qu'on prend comme exemple principal. Mais alors, sur Terre, justement, qu'est-ce qui a fait qu'on avait ces 3 ingrédients? Est-ce que sur Terre,
de base, ils étaient là, ou est-ce que d'autres astres, notamment, ont influé sur cette émergence de la vie en apportant des ingrédients, que ça soit pour l'eau, que ça soit pour la matière organique, ou que ça soit pour l'énergie? L'eau, c'est une question qui reste encore très disputée dans la communauté scientifique. En fait, là où la Terre s'est formée, au moment où elle s'est formée, il n'y avait pas ou quasiment pas d'eau disponible sous forme solide. Donc les planètes s'agrègent à partir de matière solide. Donc à environ une unité astronomique, 150 millions de kilomètres du Soleil, là où se trouve la Terre, et on pense que c'est formé à peu près là, sous forme solide, il y avait des roches et des métaux. Donc si on fait une planète à partir de roches et de métaux, il n'y a pas d'eau. Alors que dans le système solaire externe, on a sous forme solide des roches, des métaux et l'eau gelée. Et donc là, on va former des objets comme les planètes géantes, les satellites, les comètes qui vont se former avec énormément de glace. Donc, s'il n'y avait pas ou très peu d'eau sur la Terre dans son matériau de base, il a fallu que l'eau soit apportée. Et alors, est-ce qu'elle a été apportée par des comètes? Est-ce qu'elle a été portée par certains types d'astéroïdes qui se sont formés assez loin dans cette région qui contient encore de l'eau? Ou est-ce que suffisamment... En fait, il n'y a pas tant que ça d'eau sur Terre. De tête, je crois que c'est 0,2% de la masse de la planète. Donc c'est quasiment rien en termes d'abondance. Donc peut-être qu'il traînait suffisamment d'eau dans les roches qui ont servi à former la Terre. Donc on continue à interroger cette question. Et c'est très important parce que si ça se trouve, l'eau sur Terre et l'abondance d'eau qui est propice à l'apparition de la vie est le fruit d'un hasard immense. Quelques comètes en plus, il y aurait peut-être eu trop d'eau. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir trop d'eau à l'état liquide ou quelques comètes en moins, il y aurait eu quasiment rien. Alors comètes, astéroïdes, en tout cas en termes d'apport externe. La matière organique, ça semble plus facile dans le sens où, voilà, si à partir du moment où on a une atmosphère, alors si vous avez de toute façon plein d'eau et si vous n'avez pas d'atmosphère, de toute façon la question ne se pose pas, parce que sans atmosphère, si vous n'avez pas au moins 6 millibars de pression, il n'y a pas d'eau liquide. Et même à 6 millibars, si vous avez de l'eau liquide entre 0 et 3 degrés, vous n'allez pas faire grand-chose en termes de stabilité chimique. Ou à la limite en profondeur. Oui, voilà. Exactement. Et alors, la matière organique, donc s'il y a une atmosphère, certains types d'atmosphères sont des bonnes usines à production de matière organique. Et de toute façon, vous avez les météorites et les comètes qui, pour certaines météorites et les comètes dans leur intégralité, contiennent énormément de matière organique. Et là, on a un apport qu'on appelle exogène. Cette matière organique, c'est pas de la vie, mais ces molécules arrivent d'ailleurs. Et l'énergie, on a le soleil. Donc ça, c'est bien pratique. On sait qu'au moins en surface, on a cette source d'énergie qui peut contribuer à activer des réactions qui nous semblent tout à fait intéressantes. Et à une distance raisonnable en plus. Parce que là où vous parliez tout à l'heure de peut-être trop d'eau, ça aurait pu être compliqué pour l'émergence de la vie. Oui. Mais là, en tout cas, trop d'énergie, ça peut même quasiment la détruire. Non ? Ça pourrait surtout être nocif sur l'atmosphère. C'est-à-dire qu'on pourrait perdre une planète avec une atmosphère en formation qui serait trop proche de son étoile, pourrait avoir son atmosphère chassée par l'activité de l'étoile. Et effectivement, je disais trop d'eau, c'est-à-dire que on dit que l'eau, c'est très important, l'eau à l'état liquide, mais il y a certaines phases de la chimie qu'on envisage pour l'apparition de la vie telle qu'on la connaît, qui se font très difficilement dans l'eau. Et c'est pour ça qu'il y a des modèles d'apparition de la vie où on envisage par exemple des marées, c'est-à-dire des plages où l'eau monte. Alors là, on est en phase liquide et il y a certaines réactions qui vont avoir lieu. Et puis après, la marée descend et d'autres réactions vont avoir lieu à sec. D'accord. Ou alors des petites mares qui vont s'évaporer et puis se reconstituer sous l'action de précipitations. Donc on élabore énormément de scénarios. Et comment trancher ? Soit un jour on arrive à reproduire la vie en laboratoire, soit on la découvre ailleurs. Et si on découvre la vie ailleurs, là c'est le jackpot parce qu'on saura. Alors si c'est pas de la contamination, si effectivement c'est une forme de vie qui est apparue indépendamment, on apprendra énormément de choses. On aura en fait cette deuxième expérience en science. On a besoin de répéter.
Quand on réfléchit à l'apparition de la vie, là, on doit appliquer la méthode scientifique à un cas unique, et c'est un exercice qui est passionnant. Alors justement, pendant ces nuits des étoiles, on va donc observer Jupiter, Saturne et Mars. Alors Saturne en première partie de nuit, comme disait Cyril Birnbaum. Et puis, plus tard dans la nuit, 3h du matin, Jupiter et Mars. Est-ce qu'on peut imaginer que ces planètes puissent accueillir de la vie, une certaine forme de vie, que ça soit dans leur système de satellites comme Jupiter et Saturne, ou à leur surface, comme Mars en l'occurrence, pour ces nuits des étoiles? C'est vrai que là, cet été, on a à peu près le tiercé gagnant exobiologique du système solaire. Alors j'ai commencé par Mars, qui est plus proche de nous. C'est une planète dont on pense que elle a pu ressembler d'une certaine manière à la Terre au moment où la vie est apparue sur la Terre. C'est-à-dire qu'elle avait une atmosphère beaucoup plus épaisse qu'à l'heure actuelle. Et on a des preuves. Il y a des roches à la surface de Mars qui ne se forment qu'en présence de liquide. Donc des lacs, des océans à la surface de Mars, une atmosphère, donc de l'eau liquide, des apports, parce que même si l'atmosphère n'est pas propice à des synthèses, il peut y avoir des météorites, des comètes qui tombent et qui apportent de la matière organique. En termes d'apport d'énergie, il peut y avoir aussi, à nouveau le soleil, alors un peu moins intense, mais c'est pas, à mon avis, le facteur limitant. Donc, si à tous les coups on gagne, il n'y a pas de raison que la vie soit pas apparue sur Mars. Par contre, si ça ne marche qu'une fois sur 2, une fois sur 100, une fois même sur 1 million, ce qui ferait que la vie serait très probable ailleurs, mais il y a très peu de chances que la vie soit apparue sur Mars. Mais en tout cas, pour une forme de vie qui ressemble dans ses modes d'apparition à ce qui s'est passé sur Terre, c'est Mars quand même notre meilleure chance. Alors, Mars a évolué, a perdu son atmosphère, donc on pense pas... la vie peut plus se développer en surface à l'heure actuelle. Ce serait quand même difficile qu'elle ait pu, si elle est apparue, retrouver des espèces de niches en profondeur, mais bon, on peut pas l'exclure non plus. Mais en tout cas, Mars est le meilleur objet qu'on puisse explorer sur lequel on pourrait éventuellement trouver des fossiles de formes primitives de vie. Et ça, c'est l'horizon de missions comme ExoMars avec Rosalind Franklin ou le retour d'échantillons qui sera sans doute indispensable, parce que si on trouve un truc bizarre avec un rover, on sera à se dire oui, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres modes de formation abiotique pour former? Il faudrait notre laboratoire terrestre pour... Il faudrait le ramener dans un laboratoire terrestre pour faire plein d'analyses avec plein de capacités. Donc Mars, et puis c'est vrai qu'on sort de la zone habitable, donc de la zone où il peut y avoir de l'eau liquide en surface, et autour de Jupiter et Saturne, on sait maintenant qu'il y a des satellites glacés. Alors maintenant, les Américains les appellent même les mondes océans, pour faire un peu plus rêver que les satellites glacés, parce qu'on sait maintenant avec une quasi-certitude que sous la plupart, il y a de l'eau à l'état liquide. Alors il n'y a pas d'atmosphère. Il fait extrêmement froid, il va faire moins 150, moins 200 degrés, selon qu'on soit à Jupiter ou Saturne. Donc c'est de la glace, mais pas de la glace que vous sortez du frigo, c'est une glace à très basse température. Pour forer, c'est comme si on forait dans du marbre, enfin un truc très dur, quoi. Mais sous quelques kilomètres, on aurait de l'eau à l'état liquide. Alors, eau à l'état liquide, pas d'atmosphère, pas de source de matière organique par l'atmosphère, si vous avez une comète qui se crache à la surface, alors elle n'est pas freinée par l'atmosphère, et très probablement une grosse partie de la matière va être pulvérisée, puis après, il faut imaginer un transport de cette matière organique sur des kilomètres et des kilomètres. On ne peut pas l'exclure, mais il y a une troisième voie de formation de matière organique que je n'ai pas évoquée, ce sont des sources hydrothermales. On sait que dans les conditions particulières de ces petits volcans qui existent au fond des océans terrestres et qui existent probablement au fond des océans, de ces lunes glacées, parce qu'il faut bien évacuer la chaleur qui provient de l'intérieur de la planète, et dans certaines conditions, il peut y avoir des synthèses organiques. Et là, on aurait un combo synthèse de matière organique dans ces sources hydrothermales et aussi source d'énergie, chaleur et peut-être des réactions d'oxydoréduction qui pourraient favoriser une évolution vers l'apparition de la vie. Mais en tout cas, c'est très différent de la Terre. Là, si la vie est apparue au fond de ces océans, il n'y aurait pas eu un seul photon, il n'y aurait pas eu du soleil, il n'y aurait pas eu un seul apport probablement significatif de matière organique qui viendrait de l'espace.
Donc on serait dans un mode de formation et d'apparition de la vie qui serait purement lié aux caractéristiques de cet objet. Et on peut pas l'exclure, c'est pas sûr. Ouais. Mais en tout cas, ça vaut le coup d'aller chercher. Et là, on aurait quelque chose probablement de très différent de ce qu'on connaît sur Terre, à mon avis. Alors enfin, je me tourne vers vous, Guillaume Langin, pour pouvoir justement observer ces planètes, donc Jupiter, Saturne, Mars, ainsi que tous les astres de l'été lors des nuits des étoiles. Le mieux, c'est de s'éloigner des grandes villes et des lumières urbaines, ce que l'on appelle la pollution lumineuse. Et d'ailleurs, justement, dans le dernier numéro de Ciel et Espace, une bonne nouvelle pour la France, car c'est un des meilleurs élèves en termes de réduction de la pollution lumineuse. Alors, qu'est-ce qui fait que la France est un exemple à suivre pour la protection du ciel nocturne ? Bonjour Clément, alors qu'est-ce qui fait que la France est un bon exemple ? Alors déjà, qu'est-ce qui fait qu'on puisse dire que la France est un bon exemple en matière de protection de son ciel ? Eh bien, c'est parce que, et c'est le point de départ de notre dossier dans ce numéro 596 de Ciel et Espace, eh bien on peut l'observer, on l'observe depuis l'espace, ce bon comportement français, parce que les quelques satellites qui observent la planète face nuit, du côté de la nuit, eh bien constate que en France, il y a une baisse de la radiance, enfin disons de la quantité de lumière émise vers l'espace. La quantité de lumière artificielle baisse d'année en année en France. Alors elle a connu une chute soudaine de 2022 à 2023. Il y a une baisse de 25% de quantité de lumière émise vers l'espace. Et cette baisse est d'autant plus remarquable qu'elle s'était installée en fait dans le temps. Ça n'est pas juste une fluctuation courte d'une année sur l'autre. Ça fait une dizaine d'années que chaque année, la France émet un petit peu moins de lumière artificielle, environ 2,5% de moins chaque année. Donc une fois qu'on a ce postulat-là, eh bien effectivement, je me suis posé les questions dans ce dossier. Quelles sont les raisons sociales, culturelles, françaises pour expliquer qu'on en est arrivé là et qu'on a finalement des coins idéaux pour observer les étoiles en France. Alors pour le synthétiser rapidement, donc on identifie trois raisons. D'abord, c'est qu'en France il y a une loi sur les nuisances lumineuses, et ça n'est pas le cas ailleurs dans le monde. Alors il y a quelques exceptions. La Corée du Sud a également une loi, mais en France c'est un seul pays à l'avoir. La deuxième raison, c'est qu'il y a des associations militantes assez influentes et qui se penchent en fait sur cette question de la pollution lumineuse depuis longtemps. On pense à l'ANPCEN notamment, qui milite pour la protection du ciel, et d'ailleurs qui est l'association qui délivre ces labels de villes et villages étoilés. Oui, on en parlera. Voilà, nos auditeurs ont peut-être verront peut-être sur le bord des routes pendant leurs vacances d'été. On pense également à France Nature Environnement. Et troisième raison, ce sont les parcs naturels régionaux en France. Il y en a 58 parcs. Ils sont fédérés dans une fédération assez solidaire. Ce sont des territoires assez vastes qui en fait englobent 5000 communes. Sur 35 000 communes au total dans le pays, ça fait déjà une bonne quantité de personnes. Et ces parcs naturels régionaux, ils ont des employés qui sont chargés d'économie d'énergie, chargés de la biodiversité, chargés de l'urbanisme, du tourisme, de l'éducation. Et en fait, toutes ces thématiques sont liées par la question de la pollution lumineuse. C'est une vraie thématique de parc. Donc vous avez tous ces ingrédients-là. Sinon vous les mettez ensemble, voilà, vous les mélangez un peu comme pour créer la vie, eh bien vous pouvez arriver à une situation vertueuse où la qualité du ciel en France s'améliore. Alors, en France particulièrement, là sur notre territoire, quels sont les meilleurs endroits justement pour observer le ciel ? Quels sont les meilleurs endroits les plus protégés par cette pollution lumineuse ? Bon, la réponse simple, c'est loin des lampadaires, loin des lumières artificielles. Vous l'avez décrit, toute source de lumière artificielle génère ce qu'on appelle la pollution lumineuse. Donc cette pollution lumineuse peut être sous forme de lumière directe qui vous éblouit. Vous savez, si vous allez observer le ciel, il vous faut un temps pour vous accommoder à l'obscurité, que vos yeux passent en mode nuit. Au moindre regard vers un lampadaire ou vers votre écran de smartphone, eh bien vos yeux sont repassés en mode jour et il faut réattendre de nouveau. Donc éloignez-vous. Et ça prend une petite dizaine de minutes, oui, c'est ça ? C'est ça, 10-15 minutes. Les smartphones étant quand même l'ennemi principal dans cette attente, on est toujours tenté d'y jeter un œil. Donc ça, c'est pour la réponse générale. Alors on peut aussi ajouter, il faut aller là où il fait beau. Donc vous aurez plus de chances dans le sud de la France pendant l'été d'être exempt de nuages, bien sûr. Et puis en altitude, vous avez un petit peu moins d'atmosphère, donc vous avez moins d'atténuation de la part de la lumière des étoiles. Donc voilà. Mais
Mais voilà, une fois qu'on a dit ça, il y a des endroits délimités, en fait labellisés en France, que l'on met en avant dans le numéro de Ciel et Espace, que j'encourage les auditeurs à se procurer si c'est pas le cas, car il serait très, très utile ce numéro. Et ces endroits sont des réserves internationales de ciel étoilé. Donc vous voyez, de la même manière qu'on protège certaines espèces animales ou végétales dans des réserves naturelles, eh bien il y a maintenant cette volonté de protéger les étoiles comme si elles étaient une espèce vivante, limite. Et la France compte 5 réserves de ciel étoilé. Alors la première étant celle du Pic du Midi. Alors c'est pas forcément le plus simple pour se rendre sur le Pic du Midi pour observer le ciel. Quelles sont les autres régions justement qui ont ce label ? Alors effectivement, le Pic du Midi, la première à l'avoir obtenu en 2013. Ensuite, les Cévennes, la réserve internationale de ciel étoilé des Cévennes l'a obtenu quelques années plus tard. Le parc Azur Mercantour, donc sur la côte d'Azur, enfin un petit peu plus au nord, dans l'arrière-pays niçois. Le plateau de Mille Vaches, voilà, dans le nord de la Creuse, et puis de la Corrèze, et le parc naturel régional du Vercors, qui est la petite dernière labellisée en octobre 2023. Cela fait 5 régions, 5 journalistes de Ciel et Espace se sont rendus dans chacune de ces régions en reportage, donc c'est un numéro, le 596, voilà, qui est rempli de reportages. On était également allé dans des régions qui sont en passe de devenir réserve internationale de ciel étoilé, notamment le Morvan et la Corse. Oui, d'accord. Et alors, vraiment, dans ces régions, on voit la différence. C'est-à-dire que le ciel n'a rien à voir, même par rapport à une région plutôt isolée de grandes villes. Alors, vous pourrez trouver des très beaux ciels qui ne sont pas labellisés. Là, il s'agit d'un label, donc c'est une déclaration officielle de la qualité de votre ciel. En fait, ces régions-là avaient un bon ciel et ont décidé de l'entériner, de le protéger. Et donc, pour ce faire, postuler pour obtenir ce label, décerné par c'est une association internationale, la Dark Sky International, implique de monter un dossier, de se mettre d'accord avec les communes se mettent d'accord entre elles, et surtout que toutes ces communes adoptent un plan de gestion de l'éclairage pour les années qui suivent. Donc pour les 5, 10, 15 années suivant l'attribution du label, les communes se sont engagées à rénover de manière vertueuse leur éclairage artificiel, au risque de perdre le label qui est soumis à réévaluation tous les ans. Du coup, ça se joue juste à ça. C'est-à-dire les communes s'engagent à éteindre leur lumière durant la nuit, et du jour au lendemain, on peut avoir un ciel parfaitement clair sombre, justement, pour pouvoir observer le ciel de nuit. Alors pour obtenir le label, ça ne se joue pas uniquement à ça. Il faut également avoir des activités de sensibilisation auprès du public à la problématique de la pollution lumineuse, qui est une problématique d'astronome, mais également une problématique environnementale. Ça, c'est quelque chose qui, ces dernières années, s'est vraiment développé. C'est-à-dire que les écologues ont compris, ont commencé à documenter combien les nuisances lumineuses pouvaient mettre sous pression la faune nocturne. C'est une problématique commune à la biodiversité nocturne et aux astronomes. Donc vous devez également pouvoir démontrer ça. Et rénover votre parc d'éclairage. Encore une fois, ce sont des lieux où le ciel est déjà de bonne qualité et il s'agit de le protéger pour les années à venir. Merci beaucoup. Alors, juste avant de finir, Cyril Birnbaum, vous vouliez parler d'un site. D'un site, oui. C'est-à-dire que au moment de la nuit des étoiles, vous pouvez essayer de trouver. Alors, si vous n'êtes pas à côté d'une zone préservée de la pollution lumineuse, là, vous pouvez en fait aller sur le site darkskylab.com. Ciel Espace en avait parlé au mois de juin. Et en fait, depuis ce site, vous avez en fait la carte, alors non pas en temps réel, c'est une image, mais vous pouvez zoomer sur la carte à l'endroit où vous êtes avec la pollution lumineuse, et vous allez vous rendre compte que parfois, il y a juste peut-être 10 km à faire, plus au nord, un endroit pas très loin de chez vous, où là vous êtes dans une zone vraiment noire, alors que vous êtes dans une zone un peu orange. Donc c'est assez pratique en fait, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour trouver un site qui n'est pas encore labellisé, mais où vous allez gagner en ciel. Je me permets d'ajouter un mot. Effectivement, cette carte de pollution lumineuse, nous la publions dans le magazine 596 sur 4 pages, fournie effectivement en partenariat avec Dark Skylab, ainsi qu'en fait des coins champignons pour observer les étoiles. Donc les journalistes de Ciel et Espace sont allés chercher
des petites suggestions auprès des locaux qui nous donnent la bonne prairie, le bon monticule, où s'installer et profiter calmement du ciel nocturne de qualité pendant ces Nuits des Étoiles 2024. Et ben voilà ces bons conseils qu'on pourra retrouver donc dans ce numéro de Ciel et Espace. Merci beaucoup Hervé Cotin, Cyril Birnbaum et Guillaume Langin d'avoir participé à ce podcast. Et merci à vous, auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à consulter le site des Nuits des Étoiles sur afastronomie.fr, où vous avez notamment accès à la carte des manifestations partout en France, mais aussi à la veillée aux étoiles pour ceux qui souhaitent observer le ciel dans un cadre plus intimiste, en famille ou entre amis. Et puis enfin, n'hésitez pas non plus à vous rendre chez votre marchand de journaux pour acheter le hors-série de Ciel et Espace consacré au thème des nuits, des planètes à la vie, le grand récit de nos origines, mais aussi le numéro d'août-septembre, les meilleurs endroits en France pour admirer les étoiles. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles nuits des étoiles.